messieurs, bonsoir. Très heureux d'être encore au rendez-vous des affaires de la cité. Si Ebola est la maladie de l'année ou du siècle, Awa Marie Coll Seck est sans conteste la femme de l'année. La ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est en effet illustrée avec succès par sa détermination à barrer la route à l'épidémie qui fait des ravages depuis plusieurs mois en Afrique de l'Ouest. Sa gestion du dossier médical, en bon médecin qu'elle est, me diriez-vous, est saluée par tous, y compris par les détracteurs de l'actuel pouvoir. Un seul cas dit importé dans une sous-région où le nombre de morts causés par la terrible maladie se compte par centaines, c'est une sacrée prouesse. Rollback Ebola, un slogan en marche et qui produit des résultats au Sénégal. Votre émission, Les Affaires de la Cité, a donc le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir la ministre de la Santé. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. Lac numéro 16, il y a un an, lors du premier numéro, Dieynaba Seydouba signait les ports et traits de professeur Awa Marie Coll Seck. Regardons ensemble. Un dimanche matin chez les Seck, c'est une autre Awa Marie Coll Seck qui se présente à nous. Une mère, une épouse, une belle-fille et une grand-mère qui est aux petits soins pour sa famille. Une vraie femme d'intérieur. Je pars pour toute une journée, donc c'est important que je règle beaucoup de problèmes avant de partir. Et je trouve que c'est normal, c'est la famille, il faut lui donner une place. Même si on a beaucoup de contraintes, je crois que c'est primordial. Et donc j'y tiens, bien sûr. Ma belle-mère vit avec moi depuis très longtemps maintenant. Et j'ai mes belles-sœurs aussi qui sont là. Donc il n'y a pas de problème pour que les gens l'aident. Elle est dans de bonnes conditions. Et c'est une personne qui le mérite amplement. À la maison, ça discute santé presque tout le temps. L'époux de Awa est un médecin. Nous nous sommes mariés depuis 24-25 ans et nous nous sommes rencontrés déjà étudiants. Hein. En tant qu'épouse, elle est douce, très attentionnée et à la limite, je disais souvent que elle pense que je suis son fils aîné. Elle adore ses enfants, elle s'en occupe très bien, elle est leur complice. Et elle est leur confidente aussi. Je suis un peu en position peut-être de conseiller, mais de conseiller. Parce que c'est une personne qui est très ouverte, comme je disais au début. Elle aime bien, quand elle a une idée, partager. On discute de pas mal de choses, ce qui ne veut pas dire qu'elle fait toujours ce que je dis. Elle a une capacité de discernement qui lui permet de prendre la bonne décision. Au début, je m'en offusquais, je pensais, je voulais toujours qu'elle fasse surtout ce que je dis qu'elle fait, mais elle a l'habitude de se concerter avec d'autres, de se faire son opinion et de prendre sa décision. Nous sommes ici chez la maman du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Élise Senghor, je suis la mère d'Eva Coll. Léopold Sédar, c'est mon oncle, c'est le frère de mon père. Eh ben, ma fille Eva est née le 1er mai. Je ne dis pas l'année. Elle est très autoritaire. Elle est très serviable. À part ses qualités, oui. Eh ben, il y a les défauts, bien sûr. Elle est entêtée. Une mère qui reste attentionnée au travail de sa fille. Dès que je vois son nom dans les médias, ou j'entends, ou je le vois à la télé et autres, là, aussitôt, je prête l'oreille pour savoir ce qu'on va dire. Est-ce que on va l'applaudir ou la critiquer? Et je suis quand même un peu ému. Et oui, et j'aimerais bien quand même qu'on reconnaisse le bien qu'elle fait. Un autre lieu, un autre jour, un autre décor. Awa Marie Coll Seck, la démarche élégante, rejoint ses services. Et c'est en main de fer qu'elle dirige son staff. Chers collaborateurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes à notre réunion donc, hebdomadaire du lundi pour faire le point
Chacun a sa manière de diriger. Je veux le faire avec beaucoup de transparence, avec aussi beaucoup d'équité. Et je pense que c'est ce qui fait que aussi mes collaborateurs acceptent que ce soit dur. C'est parti pour une journée bien remplie. Nous avons des journées très très longues et mes collaborateurs, parfois je les plains et il m'arrive d'avoir un mot pour notamment vous parler des hommes, parce que souvent il y a beaucoup d'hommes envers leurs femmes pour leur dire bon, je m'excuse, j'ai retenu votre mari trop longtemps, etc. Mais je crois que c'est quand même une vie de famille que nous essayons d'entretenir, et toute la journée il y a du travail, on ne s'arrête pas. Moi je ne descends même pas à midi par exemple. La lourdeur de la tâche qu'on lui a confiée, Awa Marie Coll Seck en est consciente, mais pour réussir sa mission, les prières de la famille l'accompagnent. Nous prions pour qu'elle réussisse dans ses entreprises, et c'est pour le bien du Sénégal bien entendu, mais au moins elle aura apporté sa touche à l'édification de la nation. Alors, Madame la ministre, ce portrait, comme je l'ai précisé, a été réalisé il y a un peu plus d'un an. Avez-vous le sentiment, à l'épreuve non pas de l'intimité familiale, mais à l'épreuve d'Ebola, qu'on pose un autre regard sur vous aujourd'hui, du genre, Madame Seck, on vous connaît mieux? Peut-être parce que Ebola a été et est encore un moment difficile, un moment qui interpelle tout le monde, et donc c'est normal que les personnes aient un regard et en tout cas un œil assez précis sur la personne qui dirige le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais concernant ce qui a été dit, je pense qu'on a continué sur la même lancée avec une équipe mobilisée, une équipe vraiment engagée et qui est prête à relever tous les défis. Donc je crois que si on compare ce qui a été dit l'année dernière, nous avons eu simplement à bâtir sur ce qui existait, et je pense qu'il y avait des fondations solides pour que nous puissions aller de l'avant, et avec tous les partenaires d'ailleurs qui nous ont accompagnés. Vous étiez donc préparé à affronter une maladie comme Ebola? On ne peut pas dire qu'on était complètement préparé, parce que c'est quand même une maladie qui aujourd'hui est considérée comme étant une crise sanitaire mondiale. On ne vit pas tous les jours une crise sanitaire mondiale. Mais il y avait assez d'éléments qui nous permettaient de réagir. Et je dirais aussi qu'il y a toujours un contexte avec les partenaires sociaux qui est un contexte solide, avec des partenaires qui veulent se battre, qui veulent que le Sénégal gagne. Et tout cela a été bâti antérieurement. Donc pour moi, c'est peut-être plus compliqué, mais il y avait assez d'atouts pour que nous puissions vraiment relever le défi. Antérieurement, un souvenir à rollback malaria? Ben oui, vous avez dit rollback Ebola. Ça m'a fait un peu rire, mais c'est vrai que là, il faudrait vraiment qu'on fasse tout pour que cette épidémie, qui vraiment pose énormément de problèmes dans la sous-région, puisse être endiguée et puisse disparaître. C'est vraiment ça qu'il faudrait faire. On ne peut pas laisser cette épidémie continuer comme ça. Aujourd'hui, il y a eu trop de personnes atteintes et trop de morts pour qu'on puisse considérer que c'est une chose qu'il faudra mener d'une manière, disons, habituelle. Et rollback malaria, justement, avait été mis sur pied parce qu'on considérait que ce n'était pas normal que les gens meurent de paludisme. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, il faut se le dire, ce n'est pas normal ce qui se passe. Et il faut une plus grande solidarité, un partenariat beaucoup plus large pour vaincre Ebola. Alors, gros plan sur un grand bâtiment à l'architecture coloniale, c'est le constat de notre reporter. Ce bâtiment cristallise depuis des semaines toutes les attentions, toutes les discussions. C'est le fameux service des maladies infectieuses du CHU de Fann. Y sont internés des malades bien particuliers, tuberculeux, porteurs du VIH ou du virus Ebola quand ça arrive, à l'image de l'étudiant guinéen Mamadou Aliou Diallo qui vient d'y être sauvé d'une mort presque certaine. Mais ce service a une autre particularité. Il a été dirigé pendant 7 ans
par cette dame, notre invitée de ce soir, devenu entre-temps ministre de la Santé, un service de référence qui doit sa notoriété à un personnel réputé dévoué et compétent. Une immersion de Boubacar Kambeldia. Les docteurs ont pris soin de moi, donc vraiment je suis ravi d'être guéri de cette maladie. Le jeune homme que vous venez de voir est le Guinéen qui a importé la maladie Ebola au Sénégal. Prise en charge jusqu'à guérison totale à l'hôpital Fann, Mamadou Aliou Diallo doit beaucoup au personnel traitant du service des maladies infectieuses de l'établissement sanitaire en question. Un service de référence reconnu par tous ou presque. Si c'est resté une référence, c'est moins du fait de l'œuvre des jeunes camarades qui ne se sont pas croisés les bras que de nos aînés, qui ont vraiment mis les choses en place et ils nous ont vraiment facilité la tâche. Et c'est ça qui continue actuellement. Dans le cadre des soins, de la recherche et de l'enseignement, l'école de Dakar est restée une référence. L'actuelle clinique des maladies infectieuses, Ibrahim Diop Mar, est celle des premières au Sénégal. Premier cas de VIH-Sida, premier cas Ebola et j'en passe. Le service qui compte 5 divisions traite toute forme d'infection, particulièrement les plus sévères. La division de la réanimation qui s'occupe en particulier de toutes les pathologies mais dans leur forme grave. La division Lumière, Pasteur, ces 2 divisions gèrent en général les personnes vivant avec le VIH, d'autres pathologies comme la méningite, le palu grave et tout. La division Roux gère les convalescents sortis de la réa. Et la hors catégorie, qui est le pavillon Salif Badiane, qui gère toutes les pathologies, mais avec des personnes qui ont une prise en charge spéciale. 8 professeurs, dont 2 Français en premier, se sont succédés à la tête de ce service. Parmi eux, Awa Maricol Seck, sans doute la pionnière de la lutte contre le virus Ebola au Sénégal. Et le nom de l'actuel ministre de la Santé et de l'Action sociale est intimement lié à celui du service des maladies infectieuses de Fann. Je suis venu ici interne en 1990 et entre son arrivée comme chef de service et son départ, quand même, il y a eu beaucoup de réalisations très positives. Dans tous les domaines qui nous intéressent, nous, c'est l'enseignement, ce sont les soins et c'est la recherche. Et dans tous ces 3 domaines-là, on lui doit beaucoup par rapport à ça. Malgré sa modeste capacité de 56 lits seulement, la clinique des maladies infectieuses fait en moyenne 1 millier d'hospitalisations par an. Un service de référence, et ce, grâce à la compétence, à l'esprit d'initiative et à la générosité de cœur de son personnel. Et tout cela pour le grand bonheur des malades. Alors, avant de donner la parole au public, la plupart des observateurs saluent aujourd'hui les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre Ebola. Un seul cas importé, vous vous empresserez de le préciser, qui a été traité et qui est rentré dans sa Guinée natale. Qu'est-ce qui a été le plus déterminant? La science de l'épidémiologiste ou la volonté politique du ministre, donc du gouvernement? Je peux dire que c'est beaucoup de choses autour du ministre et non pas le ministre en tant que tel. D'abord, l'équipe dont j'ai parlé tantôt, mais également, surtout la préparation que nous avons eue bien avant ce cas-là. Nous avons eu un comité national de crise qui a été, et qu'on appelait même de pilotage, qui a été mis sur pied au mois de mars. Dès que nous avons entendu dire qu'il y avait Ebola au niveau de la République de Guinée. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu une préparation qui a été faite au niveau du personnel avec une formation vraiment, puisque c'est une maladie qui n'était pas courante et qui n'est pas trop connue et même pas très bien enseignée. Donc il fallait reprendre la formation du personnel. Mais nous avons également impliqué tous les secteurs, dont les secteurs du transport, les secteurs de l'éducation, le secteur, la sécurité, les forces armées. Donc tout le monde s'est impliqué dans le cadre de la préparation. On se disait peut-être qu'on aura un malade, peut-être qu'on n'en aura pas, mais on était en train de se préparer. Et il faut dire aussi que après
que nous ayons eu le cas, nous avons renforcé notre mécanisme de coordination, mais également de mise en œuvre. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de commissions qui ont été mises sur pied. Et je voudrais parler de la commission prise en charge, puisqu'on a eu, disons, l'exemple du service de maladies infectieuses, qui est aujourd'hui dirigé par le professeur Seydi. Et c'est donc toute une génération de personnes qui sont passées dans ce service. Et moi, la personne qui m'a beaucoup marqué, j'en profite pour le dire, c'est mon maître, le professeur Diop Mar. C'est vraiment lui qui a donné une grande impulsion à ce service-là. C'est pour ça d'ailleurs que son nom est lié au service, puisque le service s'appelle aujourd'hui Clinique Ibrahima Diop Mar. Pour en revenir donc à cette prise en charge, le professeur Seydi était vraiment aux premières loges, et avec son équipe, ils ont eu à prendre en charge le malade, avec le soutien bien sûr de la direction de l'hôpital, du ministère en tant que tel. Bon, tout le monde a soutenu, mais c'est eux qui étaient aux premières loges. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage. Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, les garçons de salle, tout le monde s'est impliqué. Il faut dire que nous avons aussi d'autres commissions, celles qui s'occupent de la surveillance épidémiologique. Il fallait par exemple, à partir de ce cas, prendre en charge les cas contacts du malade. Donc, cela, c'est beaucoup de travail également. Il y a les commissions, par exemple, une commission intéressante qui est la commission sociale et comportementale, parce que Ebola nécessite des changements de comportement, des études des caractères des personnes, etc., pour mieux tester d'ailleurs les messages, mais voir aussi comment permettre aux personnes de changer de comportement. Une commission communication, donc on est quand même organisé. Et je voudrais dire également que nous avons été appuyés par beaucoup de partenaires, comme l'OMS. Madame la représentante de l'OMS est là. Nous avons eu également l'UNICEF, Médecins sans frontières, la Banque mondiale. Nous avons eu des soutiens également de la Fondation Gates, du CDC. Donc vraiment, moi je considère que c'est vraiment tout le monde qui s'est battu. Mais toutes les personnes aussi et toutes les institutions comme l'Assemblée nationale, je suis contente que vous ayez invité aussi d'honorables députés. Ça montre vraiment que le Sénégal a pris en charge cette chose. Mais ça, sous la houlette de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Et il faut le dire, nous sommes dans un pays où le chef de l'État a très tôt pris en charge cette pathologie. Et c'était tout le temps que j'avais des questions et des prises de position qu'il me demandait d'avoir. Et donc, il était toujours là. Cela aussi contribue vraiment à la riposte. Et je crois que c'est tout ça. C'est pour ça que je suis longue. Je ne peux laisser personne, les syndicats. Tout le monde s'y est mis. Et donc, je considère que c'est l'affaire de tous les Sénégalais et de tous les acteurs. Mais la maladie n'est pas totalement vaincue. Ah, c'est mon maître mot. Vigilance, vigilance, vigilance. Car on pourrait avoir encore un cas ou deux cas ou des cas. Et donc, il faut qu'on reste vigilant et que toutes les mesures que nous avons prises puissent être mises en œuvre et que nous soyons prêts. Tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, on doit rester vigilant. La parole au public, le micro à celle ou celui qui veut le prendre. Oui. Vous aviez dit vigilance, 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 Madame la Ministre. Et ma question se reporte au couloir sanitaire. Si j'ai bonne souvenance, dans un premier temps, vous n'étiez pas d'accord. Après, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, si c'est toujours le cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est ma première question. Quand on regarde au niveau des associations de consommateurs, nous, on a fait la prévention à travers le Sénégal, à travers nos membres. Mais on sait que les frontières sont poreuses. À un certain moment, la frontière a été fermée, puis elle a été rouverte. Il y a des parents d'élèves qui ont eu leurs enfants qui ont été envoyés en Guinée. Maintenant, bientôt l'ouverture scolaire. Comment on va procéder? C'est ma deuxième question. En attendant, je vous remercie. Oui, une autre question ou contribution? Je voudrais tout d'abord vous féliciter et vous encourager, ainsi que toute l'équipe qui est derrière. Et vous avez fait ensemble un travail remarquable et c'est le lieu de vous féliciter.
Madame le ministre, je pense qu'on a beaucoup mis l'accent sur le cas importé. Je dois d'abord préciser que le cas importé pouvait aussi être un Sénégalais. Parce que la maladie de l'Ebola ne connaît pas de nationalité et n'est la propriété d'aucun parti, d'aucun État. Aujourd'hui, les Sénégalais qui sont en Guinée sont autant exposés que les Guinéens qui sont en Guinée. Donc il faudra peut-être mettre l'accent sur ça. Mais sur le cas importé, c'est heureux de voir qu'il est guéri, mais une fois mis en quarantaine, il ne présentait aucun danger. Je pense que la communication doit davantage s'accentuer sur disons, sur le travail que le Sénégalais doit faire, sur le travail de conscientisation et de prévention de la maladie. Mais également parce que vous savez tous que cette maladie vient d'un État voisin, donc il y a la porosité de nos frontières. Mais qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait une gestion sous-régionale de la maladie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de crise sanitaire mondiale? Je pense d'abord qu'il faut aborder la question sous l'angle d'une crise sanitaire sous-régionale et en discuter avec les autres États et qu'on ne soit pas seulement à une situation où on dit on ferme nos frontières, on ne ferme pas nos frontières, mais qu'il y ait un travail d'ensemble dans la sous-région pour que la maladie soit éradiquée. Très bien. Merci. Réponse, après on vient à vous, Mbalo Diatiam. Madame la ministre. Oui. Je voudrais d'abord dire que nous avons comme principe de base, et en tenant compte du règlement sanitaire international, de tout faire pour ne pas fermer les frontières. Donc c'est pour cela que certains ont dit qu'au début, je ne voulais pas, parce que c'était le principe. Mais quand nous avons fermé les frontières, j'étais en accord avec la décision. La première fois que les frontières ont été fermées, c'était parce que nous avions, pour la première fois, une maladie qui avait l'habitude d'être cantonnée au niveau des forêts. C'est parce que ce n'était pas la première fois. Cette maladie a déjà sévi notamment au Congo et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Et c'est pour cela que quand la maladie est sortie de la forêt, a atteint la capitale. C'était la première fois également que la maladie d'Ebola atteignait une capitale. Puis a commencé à monter vers le Sénégal. Du coup, les populations, les décideurs se sont dit, si on ne prend aucune mesure draconienne, on peut avoir des problèmes, d'autant qu'on n'était pas prêt. C'est ce qui a entraîné la fermeture la première fois de la frontière. Avec l'OMS quand même à l'époque, qui n'avait pas très bien apprécié. Mais parce que c'est la réglementation, et c'est pour rejoindre le second point de l'honorable député Thierno Bokoum, c'est une approche régionale qui normalement devrait exister. Mais quand vous avez un maillon faible, au niveau d'un pays, que les choses progressent d'une manière qu'on ne contrôle pas, on s'est dit, il vaut mieux qu'on se prépare. Et ça a été le mois pendant lequel il y a eu toutes les formations pour le personnel de santé qui n'était pas encore prêt. C'est à ce moment aussi que nous avons eu tous les équipements de protection pour le personnel. Et c'est pour ça qu'après, nous avons réouvert les frontières. Puis, une seconde fois, il y a donc quelques semaines, où l'Organisation mondiale de la santé elle-même, Médecins sans frontières et toutes les autorités au plan international ont considéré que la maladie était hors contrôle. Alors, une maladie qui est hors contrôle, vous avez aussi intérêt à prendre des mesures. Et c'est pour cela que pour la seconde fois, la frontière a été fermée. Donc, ce n'est pas que nous aimons fermer les frontières. Quand on ferme des frontières, c'est vraiment la mort dans l'âme. Mais c'est parce que l'analyse nous avait montré qu'il fallait faire attention. Maintenant, parce que nous avons fermé ces frontières, nous sommes tous d'accord, et le président de la République lui-même, qu'il faut quand même ouvrir un corridor humanitaire. Et ce corridor humanitaire, nous sommes les premiers défenseurs de ce corridor. Ça renvoie à quoi pour le commun des mortels? Alors, un corridor humanitaire, c'est que quand vous avez fermé les frontières, vous ne pouvez plus accéder aux pays. Et même les pays
les États qui veulent aider ces pays et qui ont besoin de s'arrêter quelque part pour s'organiser ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça que le Sénégal a aussi beaucoup de bureaux régionaux, notamment le PAM qui travaille au nom de toutes les structures des Nations Unies, Médecins sans frontières. Toutes ces organisations ont besoin d'emmener du matériel, d'emmener des médicaments, d'emmener des équipements et parfois de faire un transit pour que le personnel puisse quitter ces zones pour aller dans des pays comme la France ou la Belgique. C'est ça le corridor humanitaire. Mais le corridor, nous travaillons justement, parce que depuis que nous avons dit que nous avons un corridor, nous sommes en train de nous préparer, parce qu'il faut aussi le sécuriser. Donc toutes les personnes qui passent doivent être screenées, on doit faire tout notre travail pour éviter que le corridor aussi serve de passage pour infecter certaines personnes. Et la norme, c'est que dans un corridor humanitaire, on ne fait pas passer de malades. Donc toutes les personnes qui prennent un avion pour partir sont screenées. Toutes celles qui reviennent pour aller ailleurs sont aussi screenées. Et donc, on regarde la température, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous voulons sécuriser. Et c'est pour cela que nous pensons que cette semaine, après 2 semaines au moins de discussion, de réflexion et un travail vraiment assidu, que nous allons sans doute laisser le premier avion partir. Je peux dire également que nous avons parlé beaucoup de cas importés. C'est parce que la maladie n'existe pas en tant que telle au Sénégal. Et que ce cas nous est venu, et nous le savions, parce que les frontières, comme vous le dites, qu'elles soient ouvertes ou fermées, les gens passent. Et nous avons une connaissance exacte du fait que les frontières sont poreuses et que beaucoup d'ailleurs se font de l'argent pendant ces périodes-là. Ah oui? Ah oui, parce que vous avez entendu parler des Jakarta et autres qui transportent des malades, même, on ne sait pas, hein, des personnes à travers des pistes. Et c'est pour ça que le Sénégal a renforcé ce qui se fait au niveau des frontières. Nous avons aujourd'hui la police, la gendarmerie, l'armée et tout le monde au niveau des frontières avec la Guinée pour essayer de pister aussi ces personnes qui passent d'une manière illégale. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup de financement pour pouvoir faire cela. Très bien. Alors, Mballo Dia Thiam, avant de vous donner la parole, j'aimerais donner la parole à monsieur le directeur de l'Institut Pasteur, parce que c'est important d'avoir votre éclairage. Mbaye Diouf, très vigilant, me l'a soufflé à l'oreille, parce que l'Institut Pasteur est la seule structure habilitée à faire du diagnostic, à faire de l'analyse après les prélèvements effectués. Comment les choses se sont passées concernant ce jeune Guinéen? Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, qui est venu nous rendre visite il n'y a pas longtemps. Il vous ressemble beaucoup. Hein? Certainement, nous sommes des parents. Oui. Oui. Bien, concernant ce patient, ça a suivi la filière qui avait été prédéterminée. Nous avons été prévenus par le ministère de la Santé qu'un cas suspect avait été identifié. Le prélèvement ensuite a été effectué par le SAMU, auquel il faut rendre un hommage assez vibrant, puisque pendant toute la période, ils ont assuré le prélèvement des cas suspects, et ceci est vraiment dans des conditions parfois difficiles. Donc nous avons été prévenus par le SAMU, le prélèvement est ensuite arrivé à l'Institut Pasteur, et ensuite il a été donc réceptionné par une équipe spéciale, parce que bien sûr, on ne peut pas, il faut faire extrêmement attention à ce genre de prélèvement, qui arrive d'ailleurs dans des conditions très particulières, en boîte triple emballage, pour qu'il n'y ait aucun risque pendant le transport. Ensuite, ce prélèvement est amené dans un laboratoire de sécurité de niveau 3, que nous avons à l'Institut Pasteur. Le prélèvement, le tube est ouvert. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'ensuite, le virus est inactivé. C'est-à-dire qu'on tue le virus, puisque vous le savez, qu'on ne peut travailler, en quelque sorte, on ne peut cultiver les virus Ebola que dans les laboratoires de sécurité de niveau 4. Donc il faut être très clair, il n'y a aucun risque qui est pris. Le virus est d'abord tué, et ensuite on va l'identifier en regardant, en mettant en évidence son matériel génétique, son ARN. Voilà. Et en quelque sorte, on a le résultat entre 6 à 8 heures
après la réception de l'échantillon. Bien sûr, concernant ce premier cas au Sénégal, le cas a été vérifié et je me souviens d'un appel vers le ministère à des heures, vers, je crois, 0h50 du matin. Voilà. Comment ça s'est passé? Comme d'ailleurs, il faut bien le dire, ça n'a pas été un cas particulier. Pour tous les cas suspects sont traités de la même façon à l'Institut Pasteur de Dakar. Est-ce que c'est le seul prélèvement que vous avez reçu jusqu'au... Le seul prélèvement... Oui. Ah non, non. L'Institut Pasteur de Dakar a reçu d'autres échantillons sanguins de 6 pays d'Afrique d'ailleurs. Et auparavant, nous avions reçu des prélèvements provenant de ce qu'on appelle dans notre jargon des cas suspects. Ça veut dire des gens qui avaient des symptômes, qui pouvaient évoquer la maladie Ebola et qui avaient eu des contacts avec des personnes revenant de zones des 3 pays dans lesquels cette maladie existe. Donc il y avait eu la Guinée, Sierra Leone, et le Libéria, mais il faut bien... La plupart du temps au Sénégal, c'était des gens qui revenaient de Guinée, bien sûr. Très bien. Alors, Mbalodia, avec votre permission, on va introduire le deuxième reportage parce qu'il est utile de savoir qu'il n'y a aucun vaccin contre Ebola à l'heure actuelle, quand bien même les États-Unis ont fait des tests concluants. Maître mot pour éviter de contracter le virus et du coup sa propagation, respecter les consignes d'hygiène. La vigilance reste de mise, même s'il n'y a plus de cas au Sénégal. L'heure est au renforcement du système sanitaire et à la mutualisation des efforts envers les pays touchés par la maladie. Un document de Fatou Kinedem Yaya Diallo. Transmis par des insectes sont généralement des virus méchants, c'est-à-dire qui tuent parfois à tous les coups. Ceci n'est pas le cas du virus de la fièvre jaune. Il existe un vaccin. Quant à la fièvre hémorragique virale Ebola, le traitement mis au point pour expérimentation, encore un espoir. En attendant, éviter ces facteurs de contamination. Depuis le sang et le sperme, jusqu'à la salive, aux larmes ou à la sueur, dit-on. Vous voyez, ça va jusque-là. D'où les règles de stricte protection. Des règles d'avertissement également en cas de suspect. La fièvre, surtout s'accompagnant de saignements, de diarrhée sanglante, de vomissements sanglants, etc., à plus forte raison de saignements cutanés ou muqueux, mais surtout la notion d'un contact avec une personne soit malade, soit décédée, dont il est confirmé que c'était dû au virus Ebola. Depuis l'apparition de la maladie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, dans son plan de riposte, est entré dans la phase épidémique après la découverte du premier cas. Prévention numéro 1, hygiène rigoureuse. Nous n'avions pas, il faut le reconnaître, conservé les bonnes habitudes de base qui consistent dans les services de santé à un certain type de comportement. Consulter les malades avec des gants, utiliser des masques dans certaines conditions, utiliser donc des papiers changeables à usage unique sur les tables de consultation. Aujourd'hui, elle est de rigueur. Faire face à Ebola, c'est renforcer le système sanitaire, doter les centres et postes de santé de moyens suffisants, relever davantage le plateau technique du service national de référence qui prend en charge les maladies infectieuses. Autre défi majeur, mutualiser les efforts envers les pays touchés, mais avec la fermeture des frontières, un autre problème se pose. Est-il facile de les contrôler? Une question de Mbalodia Thiam, secrétaire général du SUTSAS. Merci Mahmoudou. Oui. Je voudrais aussi en profiter pour rendre un hommage mérité à Madame le ministre, d'autant qu'elle a géré ce dossier-là avec beaucoup de pragmatisme et avec beaucoup de lucidité. Et nous n'avions pas manqué avant-hier la coalition des centrales syndicales, 85% des travailleurs, de lui décerner, donc disons, un fanion d'encouragement et de félicitations, tout en sachant qu'on a gagné une bataille, mais il nous reste la guerre. Et pour cette guerre, donc la question à poser est que beaucoup d'entre nous, les travailleurs de la santé, qui sont en contact direct avec ces malades, donc n'ont pas l'information qu'il faut.
et aussi les équipements manquent par endroits. Quelle est la stratégie? Notre coalition va déposer dans les prochains jours les recommandations qui seront en termes, disons, de plan d'action. Et ces plans d'action vont intervenir non seulement les comités d'hygiène et de sécurité, mais aussi les comités de lutte contre les infections nosocomiales. Qu'entend-elle faire pour que, disons, ces comités-là qui ont été édictés par des décrets ou soit par des arrêtés, donc soient une réalité dans nos structures et dans les entreprises? Merci. Merci. Juste derrière vous, oui, après le micro, pardon. Oui. Merci Mamadou, Salihou Faïdaf, secrétaire général syndicat autonome de la santé. Je voulais féliciter Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale et tous les acteurs de la santé, mais aussi la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on sent qu'il y a une coalition nationale pour lutter contre Ebola. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de politiciens au pouvoir. Tout le monde est là, debout, pour lutter contre cette maladie. C'est pour cela d'ailleurs, en remerciant au passage nos partenaires techniques et financiers, en remerciant aussi l'Institut Pasteur, je vais m'adresser aux honorables députés qui sont là pour qu'ils fassent le plaidoyer par rapport au budget de notre ministère. Le ministère n'a que 127 milliards et que la santé, c'est avant la naissance jusqu'à la mort. Donc ce qui implique qu'aujourd'hui, nous devons atteindre les 15 ou les 20% du budget national pour pouvoir être là. Mais aussi, la dernière proposition, c'est... Vous avez dit que, hein? Vous avez dit que 127 milliards. Le problème aussi, c'est que nous devons travailler sur la prise en charge de la spécialisation. Le chef de l'État, j'appelle le chef de l'État et tout son gouvernement, pour qu'ils prennent en charge le coût de la spécialisation. Si nous connaissons la capacité qu'on a sur les ressources humaines, 80 cardiologues, 90 pédiatres, 40 urologues, 12 néphrologues, 12 neurochirurgiens et j'en passe. Nous devons prendre en charge cette spécialisation pour faire revenir l'engagement décennal, pour avoir plus de ressources humaines pour qu'elles aillent servir dans tout le pays. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est un cri du cœur par rapport à la prise en charge du coût de la spécialisation et faire revenir l'engagement décennal tout en félicitant tout le Sénégal et en priant pour l'Afrique, c'est-à-dire la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, tous ces pays touchés, nous sommes en train de prier pour eux pour que cette maladie disparaisse une bonne fois pour toutes. Merci Mamadou. Merci, salut Faïdaf, oui. Intervention. Voilà, merci Monsieur Khan pour l'invitation qui a été faite au SAMES. Je voudrais donc au nom du syndicat autonome des médecins du Sénégal, Dr Mbaye Paye, que je représente, donc féliciter et vivement et rendre hommage à Madame le ministre de la Santé, de l'Action sociale et l'ensemble du personnel de son département et de son cabinet, vraiment pour la manière avec laquelle ils ont géré cette fièvre à virus Ebola depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Également remercier le service du professeur Seydi, le service de l'hôpital Fann, où il y a eu le cas donc confirmé, le Guinéen qui a été bien pris en charge, mais également les 114 cas contacts qui ont été identifiés, qui ont été donc diagnostiqués et répertoriés et qui ont été bien suivis pour pouvoir les laisser rentrer au niveau de leur domicile. Donc, remercier également l'Institut Pasteur pour le travail qui a été fait, mais également le SAMU national du professeur Bey qui a eu à faire les prélèvements. Déjà au niveau du SAMES, nous en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avions, dès le début, au mois de mars, arrêté exprès notre grève à cause de la fièvre à virus Ebola, parce que nous avions été consignés. Et nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avions fait un communiqué de presse que nous avons envoyé à tous les journalistes, communiqué dans lequel nous avions exhorté, donc, fait des recommandations pour dire au gouvernement donc, de prendre des dispositions, notamment au niveau des frontières. Nous étions honnêtement pour le contrôle sanitaire intégral aux frontières, voire la fermeture des frontières. Bien sûr, en respectant les principes du règlement sanitaire international qui consiste donc à limiter la propagation internationale des maladies, donc à s'en protéger, à les maîtriser, mais également à les gérer par des actions de santé publique proportionnées et limitées aux risques pour la santé publique, mais évidemment en évitant, c'est vrai, de créer des problèmes par rapport au commerce et au transport internationaux. Mais le règlement dit aussi que les États, selon la Charte des Nations Unies, les États sont souverains de légiférer et de promulguer des lois pour la mise en œuvre de leur propre politique de santé. Donc sur cette question-là, nous étions honnêtement
pour la fermeture des frontières. Maintenant qu'il n'y a plus de cas, on peut faire, comme l'a dit Madame le ministre, faire un corridor humanitaire, mais également contrôlé. Par rapport à ce plan d'action, nous avions dit à l'époque qu'il fallait protéger le personnel sanitaire, puisqu'il paye le plus lourd tribut par rapport à cette épidémie, en leur dotant d'équipements de protection individuelle. C'est vrai qu'il y a quelques équipements, mais il faut que l'État renforce ces équipements. Ensuite, qu'on mobilise assez de fonds, parce que on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Il faut assez de ressources, les mobiliser assez rapidement. Et enfin, nous avions demandé à l'époque également aux autorités coutumières religieuses de faire tout pour limiter les cérémonies religieuses où il y a beaucoup de personnes. Nous nous étions rendus à Fatick aussi dans le cadre de notre congrès pour faire un point de presse sur l'Ebola au niveau du département de Diofior. Maintenant qu'actuellement on peut dire qu'on n'a plus de cas, ni de cas contacts, de cas confirmés. Vous allez reprendre la grève? Non, du tout, nous n'allons pas reprendre la grève. Nous avons signé, après avoir levé donc le 30 mars, nous avons signé le protocole le 31 mars et qui est en cours. Demain déjà, nous devons rendre à la fonction publique dans le cadre de ce comité de suivi. Maintenant, le problème, puisqu'on n'a plus de cas, je pense que l'idéal c'est, on est au stade maintenant de prévention primaire. Qu'est-ce qu'il faut? Renforcer les mesures d'hygiène et de sécurité. D'abord, le lavage strict des mains, l'eau, du savon, de l'eau de javel et des solutions hydroalcooliques. Au niveau des structures sanitaires également, mettre en place, renforcer également ces mesures d'hygiène en se lavant les mains, en frictionnant les doigts. Mais également au niveau des entreprises, ça c'est un plaidoyer qui a été fait au niveau, sur ça nous avons invité l'UNSAS dimanche au l'INDSS. Vraiment ils l'ont dit, au niveau des entreprises, il faut que les employeurs créent un service de médecine du travail pour permettre aux employeurs d'être protégés, donc pour qu'il y ait une éducation sanitaire pour pouvoir se protéger par rapport à certains risques. Donc voilà, encore une fois, je remercie vivement Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale et l'ensemble de son personnel. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. On poursuivra tout à l'heure pour permettre à Madame la ministre de répondre. Oui. Tout à fait. Oui. Je voulais revenir sur l'approche sous-régionale dans le cadre de notre stratégie. Nous avons des organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, l'Union africaine au niveau africain et même des institutions purement sanitaires comme l'OAS qui est aussi au niveau de la sous-région le réceptacle de tous les problèmes et de toutes les solutions en matière de santé dans la sous-région. Donc il y a eu des rencontres qui se sont organisées. Et j'ai assisté personnellement à certaines de ces rencontres où j'étais avec mes pairs, ministres de la Santé, pour travailler sur des plateformes, sur des plans d'action. Nous avons aussi, mes collaborateurs ont eu à aller dans plusieurs réunions techniques. Le docteur Ndiaye, ici présent, aussi va aller dans une de ces réunions dans quelques jours. C'est dire qu'il y a réellement cette approche sous-régionale, mais il faut dire que parfois on reste sur notre faim, parce que les réunions aussi ne vont pas régler le problème d'Ebola. Et nous voudrions qu'au niveau africain et au niveau de la sous-région, qu'il y ait une mobilisation, notamment des ressources beaucoup plus importantes. Car aujourd'hui, c'est vrai, le président Macky Sall a dit à Washington, à cette réunion, le sommet Afrique-États-Unis, qu'il fallait considérer le problème d'Ebola pas comme un problème sous-régional, donc d'Afrique de l'Ouest ou même d'Afrique, mais un problème mondial. Bon, mais il faut d'abord trouver des solutions à notre niveau et laisser les autres venir en solidarité. Mais il y a des situations telles, au Libéria par exemple, ou en Sierra Leone, que aujourd'hui les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, tout le monde se disent c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc là, la solidarité, elle existe, elle pourrait être beaucoup plus concrète, mais il y a aujourd'hui cette solidarité internationale qui est en train de prendre le pas. Oui, justement, on parle d'une 50aine de milliards, il me semble, de la Banque mondiale. Tout à fait. Le Sénégal n'aura pas sa part, parce qu'il n'y a pas d'épidémie ici. Vous n'avez pas plaidé qu'il y a une épidémie. Non, mais nous faisons le plaidoyer qui est clair qu'il faut aider les pays qui sont très atteints, mais il faut aider aussi surtout les pays frontaliers pour ne pas qu'ils soient atteints. Parce que nous sommes en réalité
le rempart pour le monde. Si aujourd'hui, l'épidémie touche la Côte d'Ivoire, touche le Sénégal, qu'est-ce qui nous reste? Ça va aller partout. Donc, il faut nous aider, nous aussi, et non pas attendre qu'on soit à genoux pour nous aider. Et ça, c'est un plaidoyer que je fais partout. Aujourd'hui, à cause de votre émission, je devais être sur CNN. Parce que je compte, il faut qu'on fasse ce plaidoyer international. Et qu'on ne nous dise pas, vous n'avez pas assez de cas, et donc du coup, on ne vous aide pas. D'autant plus que les chaînes occidentales sont très promptes à raconter, voilà, à relayer l'info. Bon, pour une fois, voilà. Elles vont vous permettre de faire votre plaidoyer. Oui, mais à cause de vous, je suis là. Hein. Donc, vous avez gagné CNN. Je voulais appuyer ce que, notamment les représentants des syndicats ont dit par rapport à l'équipement qu'il faut pour le personnel de santé. C'est de l'argent, c'est coûteux. Donc, il faut des moyens. Le Sénégal a mis des moyens, il faut le dire. Mais nous attendons aussi 450 millions aujourd'hui ont été mis à la disposition de cette lutte-là. 150 millions d'abord, puis 300 millions. Mais d'une manière multisectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs qui interviennent devraient avoir normalement leur financement venant de cela. Mais on est allé même plus loin. Oui. Depuis hier, il a été décidé que les forces de sécurité aient un budget même à part. Parce que les frontières, comme on l'a dit, sont tellement poreuses qu'il faut des personnes, du matériel et surtout beaucoup de carburant pour aller à droite, à gauche. Mais la dimension économique d'Ebola aussi, ce sont les contre-coups économiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Est-ce qu'il y a une évaluation, une estimation qui est faite? Les touristes ne viennent pas. Ne serait-ce que cet exemple. Il y en a d'autres. Oui, vous avez bien fait de le dire et on en parle toujours, justement. Vous savez, fermer un marché comme Diaobé, ce n'est pas du tout ce que l'on aurait aimé, parce que c'est beaucoup d'argent et une économie importante qui se déroulait là-bas. Mais en même temps, c'était des possibilités d'amener le virus Ebola. Donc, c'est parfois que des choix. Est-ce qu'on veut continuer à faire certaines choses, à ouvrir tout, à aller à droite, à gauche, et en plus, avoir des moyens, de l'argent, mais qui pourraient être complètement remis en question par une épidémie d'Ebola qui arriverait? Voilà un peu les difficultés. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que une discussion avec le ministre du Tourisme, il me disait que déjà, quand l'épidémie d'Ebola a commencé dans la sous-région, avec la Guinée, etc., les gens qui viennent de l'étranger, ils ne savent pas même ce que c'est vraiment le Sénégal. Dès qu'on dit Afrique de l'Ouest, pour eux, le Sénégal fait partie de cela. Et donc, on avait eu cette année déjà pratiquement 50% de pertes par rapport au tourisme. Pour un secteur qui était déjà en crise, hein, il faut le dire. Ce n'est pas la seule raison. Et qui était en train de repartir, c'est ça le problème. Donc, rien que entendre dire qu'il y a une épidémie d'Ebola, les gens vont en Afrique, même pas en Afrique, ils vont carrément en Amérique latine ou en Asie. Donc, c'est pour ça que nous nous battons pour dire que le cas est importé. Les gens disent, oui, pourquoi vous insistez sur importé? Épidémiologiquement, c'est un terme qui existe. Quand le cas n'est pas autochtone, on dit qu'il est importé. Mais c'est important aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on sache que le Sénégal n'est pas l'épicentre de l'épidémie. Le Sénégal pourra être touché, comme on dit, par des effets comme ça, adverses, qui feraient que... Mais on est encore un pays qu'on peut fréquenter, où on peut venir, où il fait bon de vivre et où on peut vraiment même faire des affaires et tout. Donc c'est important qu'on continue ce plaidoyer pour que les gens considèrent que le Sénégal, aujourd'hui en tout cas, a montré qu'il avait les ressources nécessaires et les ressources humaines surtout pour se battre et contrecarrer cette épidémie, et nous allons continuer à nous battre. Alors, cette dimension toujours espèce-sonnante et trébuchante, il y a Salif Faïdaf qui dit c'est justement l'occasion d'augmenter le budget du ministère de la Santé. Et il vous tend la perche. Hein? Oui, je pense que les honorables députés ici ont bien compris, mais même eux, il faut dire la vérité. Même eux, l'année dernière, il y en a même un, comme je dis toujours, notre fils Barthélémy Diaz,
qui avait dit « Je n'ai rien contre le ministère de la Santé, mais je ne vais pas voter le budget parce que ce n'est pas suffisant. » Et je crois que vous tous, vous disiez qu'il faut faire plus parce que quand vous allez à l'Assemblée nationale, les honorables députés tous demandent des postes de santé, demandent des centres de santé, demandent des infirmiers, et tout ça c'est de l'argent. Et donc même si on a à peu près 125 milliards de dollars, de francs CFA plutôt, pour notre budget, il faut dire que c'est à peu près 11% du budget national. Et il faut porter... Et nous voudrions que ça aille à 15%. Et ça, c'est aussi un plaidoyer que nous faisons régulièrement. Donc nous sommes d'accord avec l'appui que nous apportent les syndicats. Très bien. Je ne sais pas si elle a répondu à toutes les questions, mais elle reprendra la parole tout à l'heure. Oui, on continue, le public. Là. Ok, je suis Jean-François Dienne, médecin, et je suis ici au titre de représentant de l'Ordre des médecins. Nous avons au Sénégal vaincu le premier cas importé et la bataille continue et je pense que le ministre l'a très bien souligné tout à l'heure. Mais je pense qu'il nous faut reconsidérer la perception que nous avons de la maladie, de cette maladie à virus Ebola, parce que ce que nous en savons en fait vient de ce qui a été vécu dans certains pays qui, du fait de la guerre, du fait de l'enclavement, n'ont pas eu un système de santé performant pour pouvoir prendre en charge à sa juste valeur, à sa juste mesure, cette maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous avez un pays où le système de santé ne marche pas. Les malades ne peuvent pas être pris en charge. C'est vrai que la plus petite maladie décime les populations. Si nous avons cette perception, cette nouvelle perception, cela nous positionnera dans cette dynamique d'asseoir au Sénégal un système de santé capable d'affronter cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, les projections de l'OMS sont claires. En novembre, il est attendu 20 000 cas. Ça, c'est les derniers chiffres sortis d'hier. Alors, ça veut dire quoi? Nous sommes frontaliers avec la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria ne sont pas très loin. Donc, nous avons de fortes chances d'avoir d'autres malades qui vont arriver. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Surtout que s'ils pensent qu'on guérit d'Ebola au Sénégal. C'est vrai, on guérit d'Ebola au Sénégal, on soigne Ebola. À partir de ce moment, nous devons nous préparer non plus à assurer une prévention parce que la maladie va venir, je ne le souhaite pas, mais à partir de ce moment, il faudrait que notre système de santé soit prêt à affronter cette maladie. Alors, c'est là où je voudrais poser la question à l'autorité médicale suprême de ce pays. Qu'est-ce qui est prévu en termes de mise en place d'un hôpital dédié à la prise en charge des cas Ebola? Est-ce que le service de maladies infectieuses va en ce moment suffire? Est-ce qu'il faudra déclasser un autre lieu pour y mettre les malades et les mettre en quarantaine? C'est à ce niveau que nous devons peut-être mettre la réflexion parce que ça va venir. Le personnel de santé dans tous ces pays justement atteints a été le premier décimé. Vous venez dans un pays, il y a une guerre, les premiers soldats sont décimés, mais vous perdez la guerre. Ce qui va se passer au Sénégal quand l'afflux des malades va venir, le personnel de santé sera en première ligne. Et les gens, avec le niveau de protection qu'il y a actuellement, parce que les syndicalistes en ont parlé, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut éviter la contamination de ce personnel de santé qui va être le premier, ces agents de santé à périr de la maladie. En ce moment, notre système de santé, du fait de cette catastrophe, va péricliter. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est simplement une projection dans un futur peut-être assez court, hein, mais qui nous mettra quand même la puce à l'oreille. Merci. Alors, très rapidement, on poursuit. Je salue les étudiants de la fac de médecine qui sont là. Oui, oui, madame. Très rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bonjour, je suis madame Bourignan, je suis biologiste. Oui. Et je suis la présidente de Prometra Sénégal. Madame le ministre,
je viens rejoindre toutes les félicitations méritées que mes prédécesseurs vous ont adressées. Je pense qu'au Sénégal, nous avons eu la chance d'avoir une femme à la tête de cette bataille. Et vous avez vu les résultats. Je me permets de rappeler ici que l'Organisation mondiale de la santé a toujours rappelé que 85 ou 80% des populations s'adressent à la médecine traditionnelle, en premier ou en second recours. Je peux aussi rappeler que l'Organisation mondiale de la santé insiste pour que tous les systèmes de santé dans tous les pays africains, que la médecine traditionnelle soit totalement impliquée dans les systèmes de santé, pour que ces systèmes de santé puissent donner des résultats palpables. Avec cette maladie Ebola, j'aurais aimé savoir si les tradipraticiens au niveau de mon pays occupent une place importante dans ces commissions que Madame le ministre vient de citer. Personnellement, nous ne les sentons pas dans ces commissions. Imaginez une partie reculée du pays où les centres de santé sont enclavés. S'il y a un cas Ebola, la première personne ressource à laquelle la population va s'adresser, c'est le tradipraticien. Donc il faudrait au moins que ce tradipraticien puisse faire la différence entre une dysenterie et Ebola. Que ce tradipraticien puisse avoir un numéro ou bien un contact à appeler dès qu'il a un cas Ebola devant lui. Et dans ces villages, je peux dire que les habitants de ces coins, ils croient plus aux tradipraticiens qu'à l'infirmier, chef de poste. Donc si dans la prévention, le tradipraticien leur transmet les méthodes qu'il a pu apprendre, par exemple, au cours d'une formation. Mais c'est déjà un plus. Très bien. Je profite aussi de ce plateau pour m'adresser au chef de l'État, à travers l'illustre personne de Madame le ministre, et m'adresser aussi à l'Assemblée nationale, pour que ce projet de loi, ce fameux projet de loi qui doit réglementer la médecine traditionnelle dans notre pays, pour que ce projet de loi soit vraiment sur pied. Que ce projet de loi puisse nous aider à lutter contre ces charlatans qui sont en train de tuer la valeur de la médecine traditionnelle ici. Très bien, on y va très rapidement. Maître Massorna Kane, après juste derrière vous, une main qui se lève, oui. Merci. Je voudrais, comme tout le monde, féliciter Madame le ministre. Je crois que c'est une clause de style parce que tout le monde la félicite. Et c'est normal parce que la prise en charge de ce cas-là a été vraiment bien faite. Moi, je voudrais, à l'instar du docteur Jean-François, je crois, voilà, poser la question. Elle est importante parce que la prévention, c'est actuellement très important. Il faut envisager le pire qui puisse arriver et prendre les dispositions qu'il faut pour ça. Est-ce qu'il y a une structure prête à recevoir éventuellement des cas? Je pense que c'est important la réponse que Madame le ministre va nous donner sur ça. En tout cas, je note que dans les habitudes maintenant, ça commence à bien changer avec votre sensibilisation. J'étais à la prison centrale ce matin et j'ai pu voir que malgré le nombre énorme de visiteurs aujourd'hui, les gens se lavent les mains avant de contacter les détenus. Je crois que c'est très important. Mais il y a également quelque chose que j'ai constaté. Les Sénégalais n'ont pas beaucoup changé dans leurs habitudes. Par exemple, quand il s'agit de serrer la main. Je crois que là, il y a un plaidoyer important à faire. Et je crois que les religieux ont un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Et vous risquez de vous faire beaucoup d'ennemis. Je pense que, je crois que quand même, il y a urgence à revoir ça, à discuter de ça. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, les autorités, ils ne serrent plus la main, ils font comme ça. On geste. Salam alaikum ou bonjour, je crois que ça pourrait largement suffire, mais enfin, c'est un débat qu'il faut instaurer. Je voudrais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants. Exact. Juste en haut, derrière vous. Ouais. Merci. Je suis le professeur Moussa Seydi. Je suis le chef du service des maladies infectieuses. Occasion ne pouvait être plus belle pour moi de remercier mon maître, le professeur Eva Maricol Seck, quand j'étais interne des hôpitaux de Dakar, elle m'a reçu dans son service. Et depuis lors, comme tout le monde l'a compris, nous essayons de perpétuer toutes les bonnes habitudes que nous avons acquises grâce à son enseignement et sa formation. Durant cette épidémie... Ça tombe bien. Vous avez vraiment soigné cette maladie. Parce que c'est une curiosité. Je répondrai à cette question. Comment ça s'est passé? Je répondrai à cette question. Moi, ce que j'ai à dire là me tient à cœur. Lorsque nous avons eu ce premier cas, elle m'a appelé personnellement pour m'encourager et me dire qu'elle se tenait à notre disposition pour nous aider. Ensuite, il y a eu les cas contacts
un certain nombre de personnes de mon service étaient en contact avec le malade. Elle est venue jusqu'au service pour nous apporter son appui. Donc, je la félicite et je la remercie pour cela. Oui, ça, j'ai déjà eu à répondre à cette question. Si on disait qu'il n'y a pas de traitement, ce n'est pas la peine qu'on transporte les malades à Hambourg, aux États-Unis ou ailleurs. Ce n'est même pas la peine que le personnel médical intervienne. Il y a bien un traitement. Ce qu'il n'y a pas, c'est un traitement spécifique ou un traitement étiologique. Même l'Organisation mondiale de la santé prend la précaution de marquer pas de traitement spécifique. Mais le simple fait de traiter les hémorragies, de traiter la déshydratation, de traiter ces signes qui peuvent emporter le malade, peut réduire la létalité de 90% à 20%. Donc ce n'est pas à négliger. La prise en charge existe. On n'a pas un médicament contre le virus, mais on a des médicaments pour traiter les symptômes. Et ce n'est pas la seule maladie. Les gens qui souffrent de grippe, ce n'est pas un traitement contre le virus qu'on leur donne. C'est un traitement symptomatique. La plupart des diarrhées virales chez l'enfant, c'est quoi? On les réhydrate, on les sauve, on ne les réhydrate pas, ils meurent. Il y a des millions d'enfants qui meurent chaque année parce que tout simplement, on n'a pas fait le traitement symptomatique. Donc il ne faut pas négliger ce traitement, mais c'est important aussi de dire que nous ne sommes pas des sorciers, entre guillemets. Donc, il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'il y a un traitement miracle au service des maladies infectieuses et qu'ils pensent que venir là-bas est la seule solution pour sauver leur vie. Les efforts qu'ils font pour venir jusqu'aux maladies infectieuses, ils peuvent les faire sur place et être correctement pris en charge sur place. Et j'en profite aussi pour remercier mon équipe. Donc, cette épreuve m'a permis de noter que tout ce que je pensais d'eux s'est confirmé. Les gens étaient solidaires, ils étaient disponibles. Je peux vous raconter une petite histoire pour terminer. Oui. Une nuit, j'étais là-bas en train de travailler à 23 h. On m'appelle pour un cas suspect. Donc, j'ai décidé de prendre en charge moi-même le cas. Mais quand les jeunes sont arrivés, ils m'ont dit non, il n'est pas question que tu t'en occupes alors que nous sommes là. C'est un Sénégalais? Oui, c'est un Sénégalais. C'était parmi les cas contacts. Mais heureusement, l'analyse a été négative. Donc, les gens se précipitent même pour prendre en charge les cas. Vraiment, pas de souci de faire leur métier et de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas par témérité, mais si le militaire refuse d'aller en guerre ou le pilote refuse de prendre son avion, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je félicite aussi également mon équipe. Merci. Okay. Madame la ministre, rapidement, vous reprenez la parole. On vous la donnera. Ne vous en faites pas. Oui. La question et mes deux confrères importante, se préparent aussi. De qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Oui. C'est vrai que quand nous avons formé le personnel, c'était une formation en cascade, c'est-à-dire nous avons formé le personnel au niveau central qui venait de toutes les régions et ces dernières sont retournées dans les régions pour faire la même chose. Et toutes les régions ont eu ce type de formation, mais nous n'avions pas de malades. Donc l'esprit qu'on a quand on est formé alors qu'on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver, est différent de quand nous avons eu un cas. Et c'est pour ça que nous allons aussi reprendre les formations. Reprendre les formations, elles sont en cours. D'ailleurs, par exemple, quelqu'un me racontait la formation de l'hôpital Aristide de Dantec, où il y a eu tous les chefs d'équipe, les majors, etc., qu'on a pris pour vraiment les former. Ils ont dit qu'ils ont en fait mieux compris aujourd'hui ce qu'ils devaient faire. Alors qu'on leur en avait parlé, mais la première fois, c'était plus une sorte d'information que de formation. Aujourd'hui, on leur apprend, par exemple, à s'habiller. Parce que quand on donne du matériel dont on parle, ce matériel, ce n'est pas simplement vous venez, vous vous habillez. Il y a un rituel. Il faut commencer par telle chose, continuer, mettre les gants, etc. Les lunettes, le masque. Et quand on se déshabille aussi, il y a une manière de le faire. Il faut enrouler et non pas tirer comme ça parce que vous souillez, etc. Donc, toutes ces choses maintenant sont prises en compte dans la formation. Maintenant, le réceptacle, les services eux-mêmes. Au niveau de l'hôpital de Fann, aux maladies infectieuses, il y avait le service Salif Badian. Et c'était le service qu'on avait considéré comme devant être l'endroit où nous allions mettre les malades. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait aussi beaucoup de cas, disons, on peut parler de cas suspects.
Et on ne peut pas mélanger des cas confirmés avec des cas suspects. Donc il y a un autre bâtiment qui a été remis à neuf et qui va maintenant recevoir les cas suspects. Est-ce que c'est suffisant? Non, attendez. C'est un peu la question. Non, je n'ai pas terminé, parce que nous, c'est quand même toute une stratégie. Et donc, on est en train, derrière l'hôpital, derrière le service de maladies infectieuses, de monter des tentes. Parce qu'un service en tant que tel, c'est peut-être bien. D'ailleurs, les gens, quand ils viennent au service de maladies infectieuses, ils disent « Ah bon, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. » Et on ne va pas prendre tout le service non plus. Donc, nous sommes en train de ratisser très large et de mettre des tentes avec tous les tentes pour se déshabiller, les tentes pour les malades, etc. derrière juste le pavillon. Ce qui nous permet d'avoir une quantité de places pour éventuellement. Nous avons également renforcé les régions. Et ce matin encore, on parlait d'une tournée qui va se faire parce que nous avons remarqué que quand dans les régions, il y a des cas suspects, mais même à Dakar, il y a des cas suspects, on les garde dans la structure avant de les envoyer à Fann. Et dans la structure, on avait dit de mettre un endroit pour isoler les malades. Mais dans les faits, on se rend compte que cet endroit n'est pas toujours dans de bonnes conditions. Oui. Donc on va faire le tour encore pour refaire et régler ce genre de problème. Oui, la question est précise. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, on ne le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. On n'est pas un peuple élu de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a fongolémie, qui contacte aujourd'hui le virus, peut être traité sur place au lieu de venir Tout à fait. Il va être Dakar. traité à Kédougou ou bien Kolda, il va être à l'hôpital de Kolda. Il y a même un camp qu'on monte là, au niveau de la frontière avec la Guinée. Donc, vraiment, on est en train de travailler comme si on allait avoir plein de malades. On espère, et je pense que vous l'espérez aussi, qu'on n'en aura pas, mais on doit être prêt. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, des tentes, des formations, du matériel. Alors, pour le matériel aussi, les commandes sont faites. Et aujourd'hui, on va avoir encore plus de matériel que ce qu'on avait antérieurement. Parce que là, c'était mis au niveau de certaines zones pour le cas où en donner aux autres. Mais là, ça va être encore plus décentralisé. Donc, je pense que c'est, comme vous le disiez tantôt, c'est beaucoup de préparation, mais aussi beaucoup de moyens pour vraiment être prêt le cas où il y aurait. Et c'est ça le problème d'un bon système de santé. Parce que les pays dont vous parlez, la Sierra Leone et autres, c'est vrai qu'ils avaient d'abord peu de ressources humaines, mais c'est vrai que ce sont des pays assez fragiles. Et nous, on doit montrer qu'on est un pays qui peut vraiment gérer la les question de problèmes. madame concernant les tradipraticiens. Je voulais arriver aux tradipraticiens. Les tradipraticiens, nous avons même eu une rencontre à la journée des tradipraticiens où j'ai fait carrément une sensibilisation pour les tradipraticiens sur la maladie, qu'ils sont aussi en train de faire un plan d'action pour décentraliser la sensibilisation, mais au niveau des régions, à chaque fois qu'il y a une formation ou un CRD, ils sont invités. Ce n'est pas suffisant. Comme je dis, ça fait partie encore des choses à améliorer. Donc nous ne pouvons pas dire que le système sénégalais est formidable. Il est mieux que certains systèmes, il a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore des choses à faire. Et le problème des tradipraticiens, je le leur ai dit, dans les pays où nous avons eu cette épidémie, beaucoup de tradipraticiens sont décédés. Beaucoup d'imams sont décédés. Parce que aussi, il ne faut pas oublier les rites funéraires, etc. Donc, tout cela, nous avons des formations avec les imams, même certaines sont prévues. Quel est le fond de votre pensée? C'est de dire aux Sénégalais, il n'y a pas un seul tradipraticien en mesure de détecter que vous avez la maladie Ebola? Si. Je pense que les tradipraticiens, de par ce que je vous ai dit, les sensibilisations et leurs contributions, savent ce qui doit se passer, mais ils n'ont pas encore tous les éléments. Et certains même disent qu'ils peuvent le traiter. Donc on est en train de se battre. Elle parlait de Charles. Vous en doutez. Je veux avoir le fond de votre pensée. Non, aujourd'hui, je n'ai pas vu un tradipraticien qui m'apporte la preuve comme quoi il peut traiter Ebola. Je ne l'ai pas vu. Peut-être parce que pour toutes les maladies, on sait aussi que la médecine traditionnelle a des potentialités. On le sait tous. Mais il ne faut surtout pas
qu'ils rentrent dans ce circuit d'une maladie qu'on ne connaît pas bien, parce qu'ils vont être les premiers à mourir, mais en plus, ils vont retarder le diagnostic des autres, et ça peut créer des problèmes. Donc il y a un grand travail à faire. La loi. La loi, même la dernière fois, on en a encore parlé, c'est une loi, on a notre conseiller juridique qui est là. Donc la loi, on ne peut pas dire, je vais dire, elle est dans le circuit, mais ça va se dire oui ou encore, etc. Mais on la suit. Et c'est l'une des recommandations de la dernière journée mondiale pour la médecine traditionnelle. J'ai même dit que je voudrais monter un peu plus haut encore ce bureau ou cette division. Je l'ai monté déjà, mais je crois qu'il faut faire encore plus parce que c'est transversal. Et il faut qu'on gère ça. Donc moi, je suis partante et je crois que des efforts vont être faits encore plus à l'avenir parce qu'il y a une place importante qui n'est pas réellement prise au Sénégal et pourtant elle est prise dans certains autres pays. Donc il y a du travail à faire. Alors mes confrères Ali Fall et Awamba, ils peuvent venir s'installer. On donne la parole à Madame la députée Awa Diatiam, présidente de la commission santé de l'Assemblée. Je commencerai aussi par féliciter Madame la ministre. Je crois qu'on ne le fera jamais assez. Je crois que ce dont elle a plutôt besoin, c'est d'être soutenue et d'être accompagnée dans toutes ses actions. Parce qu'on ne doute pas de son expertise, mais on peut avoir l'expertise quand on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce qu'on sait faire. Ce n'est pas utile à partir de ce moment-là. Et je crois qu'au-delà de Ebola, il y a d'autres grands chantiers également qui méritent d'être soutenus. On a parlé de moyens qu'il faudrait mettre au service de la santé. Je commencerai d'abord par parler de Ebola et saluer l'action du système de santé sénégalais et aussi le professionnalisme de nos médecins. Moi, ce que j'ai constaté, c'est aussi quand même le changement de comportement. Même si on continue à saluer, je crois qu'il y a eu une bonne communication du ministère de la Santé pour cette fièvre à virus Ebola, qui a fait que les Sénégalais aujourd'hui, en tout cas, ont pris conscience qu'il faut aujourd'hui se laver les mains, qu'il faut utiliser du savon. En tout cas, il y a quelque peu de mesures d'hygiène que nous constatons dans le comportement des ménages. Et c'est à saluer, c'est à renforcer. Et ça nous permet même d'éviter d'autres types de maladies. Quoique Ebola va être un prétexte, on ne souhaite pas qu'il arrive. Moi, en tout cas, je prierai Dieu pour que ça n'arrive pas et que tout le système de riposte qui est mis en place aussi puisse servir à autre chose pour les questions de santé. Parce que je crois que Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, mais il y a un plaidoyer tellement fort pour le ministère de la Santé parce que c'est le ministère qui enregistre le plus de personnes quand on vote son budget. Et elle a eu, dans le cadre de la communication, à associer l'Assemblée nationale dans le cadre de la riposte à virus Ebola. Et ça a permis aux députés aussi d'apporter leur contribution. Il y a des députés qui habitent partout dans le Sénégal. Elle veut que son budget soit augmenté. Eh bien, nous ferons tout. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord, vous prêchez une convaincue. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous avons toujours demandé à ce que ça soit élevé, que ça soit porté à 15%. Et nous ferons de notre mieux. Peut-être qu'il y a un bon prétexte, comme je l'ai dit aujourd'hui, à ce qu'on discute la question Ebola. Pour les financements externes aussi, nous souhaitons que le Sénégal puisse en disposer parce que notre position stratégique fait que si les Sénégalais à l'interne, ici au Sénégal, nous arrivons à nous prémunir pour barrer la route au virus, ça permettra, ça facilitera encore moins la propagation. Mais pour ce qui est de l'interpellation des syndicalistes et autres, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, nous ferons de notre mieux. Nous avons déjà commencé à le faire en ayant cette rencontre avec elle. Et j'avoue que nous continuerons. Et en tout cas, moi, je peux vous l'attester en ma qualité de présidente de la commission santé. Toute l'Assemblée était d'ailleurs présente, pratiquement plus de la moitié des députés étaient là. Et en temps normal, c'est ce qui se fait pour les questions de santé. Et aussi, nous travaillons de manière permanente avec le ministère de la Santé. Ceci est important parce que ça nous permet d'être à niveau, de savoir là où il y a les problèmes.
Donc, merci de nous avoir invités. Merci, Madame la députée. Nous donnons le micro à mes confrères. Juste le temps de regarder un autre sujet. Ne vous en faites pas, on reviendra au public pour aborder la dernière partie de cette émission. Quittons Ebola, mais sans jamais vraiment le quitter, pour nous intéresser au système sanitaire sénégalais dans sa globalité. Un mini-sondage dans la rue révèle une insatisfaction des Sénégalais. Beaucoup de mots sont listés: déficit de prise en charge des malades dans les hôpitaux, difficultés des ruraux pour accéder aux structures sanitaires. Parmi les solutions expérimentées, le plan Sésame destiné aux personnes du 3e âge. Mais Sésame n'a pas la magie d'ouvrir toutes les portes de la santé. Aujourd'hui, on parle de la couverture maladie universelle CMU, sujet de Makital avec Adama Diouf pour les images. Le secteur de la santé est malade et en proie à d'énormes difficultés. Selon ces populations, le système mérite d'être revu. Le système de santé dans sa globalité pose problème, aussi bien pour les parturientes que pour les femmes âgées, en plus des urgences. Aux soins. Déjà, quand vous avez un malaise, quel qu'il soit, vous allez en urgence, on vous demande déjà de payer. Et je pense que ça, c'est pas acceptable. Dans les grands hôpitaux, si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est même pas la peine d'y aller. Ce qui est très dangereux, c'est tu es gravement malade, on ne te soigne pas. Ça, c'est non-assistance à une personne en danger. C'est dans le monde rural que les dysfonctionnements du secteur sont les plus ressentis. Le déficit en logistique et l'état des voies d'accès, des problèmes majeurs. C'est surtout au niveau des villages que ça pose énormément de problèmes. La doléance que le monde rural pose souvent. D'abord par le manque d'infrastructures adaptées et ensuite et surtout par rapport aux voies d'accès impraticables. On peut effectivement avoir accès aux infrastructures de santé avec un minimum de moyens, que ce soit une ambulance, mais que ce ne soit pas la charrette du grand-père. Ceux qui habitent la capitale encore, ça va, mais ceux qui sont dans les banlieues, dans les régions, dont les lieux de soins sont inaccessibles aisément. Alors, ouais, ce qu'il faut faire. Le plan Sésame, un système qui aurait dû être une aubaine pour les personnes du 3e âge. Ces populations estiment qu'il est loin d'être efficace. C'est vrai, on a un système qui commence à bien fonctionner, on pense à nous, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le plan Sésame a été une excellente chose, mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. L'hôpital principal, tu amènes le plan Sésame, ils ne prennent pas ça parce qu'ils vont te dire que l'État n'a pas payé. À l'heure où l'on parle du plan Sénégal émergent, les populations espèrent une amélioration dans les conditions de prise en charge. J'ai le plaisir de recevoir Awa Mbaye, chef du desk santé d'RFM, et Ali Fall, du desk santé du quotidien. Awa Mbaye, bonsoir. Bonsoir Mamadou, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à toute l'assistance. Pour ma première question, Dr Diène en a déjà parlé. Moi, je parle, Madame la Ministre, de la délocalisation du centre de référence, du centre de prise en charge de la fièvre à virus Ebola. Il y a quelques jours, les recettes de l'hôpital Fann ont pris un sacré coup et qu'aujourd'hui, les hôpitaux ont besoin de ces recettes parce que les subventions ne suffisent plus. Autre question, depuis longtemps, on parle de partenariat public-privé et de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, quelle est la réelle participation dans cette crise? Et si je peux aussi parler d'autre chose, Madame la Ministre, ne craignez-vous pas des incidents diplomatiques? D'ailleurs, des tensions, il en existe. Avec cette crise, c'est vrai que chaque pays a sa façon de la gérer, mais peut-être il y aura d'autres problèmes sur le long terme, puisque d'ici peut-être 6 à 8 mois, l'épidémie sera encore là. Merci, Awa. Je pense que vous avez parlé d'abord du système de santé d'une manière générale et de l'impact de Ebola au niveau du service de maladies infectieuses, mais on peut dire de tout l'hôpital de Fann aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs accéléré le remboursement de certaines dettes de cet hôpital pour pouvoir permettre à l'hôpital de survivre. C'est vrai, il y a un travail aussi de sensibilisation et ça, je voudrais demander aux associations
des consommateurs de nous aider. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension, en fait, du problème. Ce n'est pas parce que dans une structure, on traitera des malades d'Ebola que tout le monde va être contaminé. Donc le problème de fond, c'est aussi d'arriver à ce que les personnes se rendent compte qu'aller dans toutes les structures de FAN ne leur apportera pas de problème. Et ça, c'est un travail qu'il faudra faire et que nous ferons ensemble. Enfin, je voudrais aussi dire que les hôpitaux, d'une manière générale, ont un équilibre budgétaire très fragile. Certains croulent encore sous la dette, d'autres n'arrivent pas à régler les problèmes quotidiens. Donc il y a vraiment des difficultés au niveau des hôpitaux, qu'avec les directeurs, qu'avec le personnel, nous sommes en train vraiment d'essayer de gérer avec des subventions complémentaires, etc. Mais il y a tout un travail à faire et nous n'en avons pas terminé. C'est pour ça que je dis que Ebola, ça ne doit pas nous empêcher de faire notre travail. Et je l'ai dit encore ce matin en réunion, pensons à tout le système de santé, parce qu'on ne doit pas être... votre couverture maladie universelle, et nous avons grincer des dents, hein. Les gens estiment que on est loin du compte. Vous aurez la couverture maladie universelle, donc je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Oui. Mais puisque vous me faites parler de CMU, je vais en profiter pour dire que ça fait 1 an. C'est un programme qui aussi a appris beaucoup de certaines initiatives, dont le plan Sésame, dont on a parlé. Le plan Sésame était une idée extraordinaire. C'est extrêmement important, des personnes d'un certain âge qui ont tout donné au pays, qu'on puisse les aider à être prises en charge au plan sanitaire. Mais on n'avait pas de critères. Et du coup, tout le monde était plan Sésame. 60 ans, c'est encore jeune, donc il y a encore beaucoup de personnes qui pouvaient accéder à ce plan Sésame. Et du coup, ça a été des dettes importantes pour les structures sanitaires. Donc la CMU a essayé d'éviter que cela se passe. Et ça a même créé à un moment des doutes par rapport à la CMU, du personnel de santé lui-même, qui a dit « Ah non, 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 on ne veut pas encore un plan Sésame ». Donc il a fallu même les convaincre, les rembourser et tout pour qu'ils comprennent que c'était différent. Donc je voudrais dire, vous aurez toute la semaine beaucoup d'émissions sur la CMU, parce que ça va faire 1 an. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà des progrès et que nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui pourra être intéressant pour toutes les populations. Sauf qu'à l'horizon 2017, vous escomptez un taux de couverture de 75%. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, le chiffre qu'on avait disons, mis, c'était 37%. Donc on est encore dans les normes, sans compter que Monsieur le Président de la République a ajouté notamment la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans. Et ça, autant les gens grinçaient des dents il y a quelques mois, autant aujourd'hui, nous avons fait des enquêtes et tout, les personnes comprennent maintenant qu'on peut emmener au centre de santé ou au poste de santé un enfant de moins de 5 ans et qu'il pourra être pris en charge gratuitement. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations. Oui. Ça risque, parce que la couverture maladie universelle, on peut en parler toute une journée, et ça risque peut-être de nous empêcher de répondre aux questions qui étaient posées. Oui. Vous aviez donc posé ce premier problème par rapport au système de santé. La seconde question avait... Les risques de crise diplomatique, oui. Voilà, oui, le risque diplomatique, il existe toujours. Parce que vous savez que même nous étions fâchés quand le Cap-Vert a fermé ses frontières, ou le Cameroun. Moi, j'ai dit, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Quand nous avons pensé qu'il y avait des risques, nous avons fermé nos frontières. Maintenant, on a un cas. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est que le cas, mais ils sont affolés. Ils ferment. Parlons à ces personnes, discutons, mais ne soyons pas fâchés avec elles. Vous étiez fâchés aussi quand Mamadou Aliou Diallo est venu ici, avec même des menaces de poursuite. Mais passons, si vous... Ah non, oui, je vais répondre. Mamadou Aliou Diallo a pris l'avion pour rentrer chez lui et les autorités de son pays ont refusé qu'il atterrisse. Voilà, il est passé par la route finale. Alors, je vais répondre à deux choses. N'est-ce pas, c'est le quotidien qui... Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais reprendre deux choses. La première chose, c'est un problème de compréhension par rapport à ce qui avait été dit par monsieur le chef de l'État, qui a dit que
saurez, parce que c'est vrai, quand vous allez quelque part, vous êtes malade et vous pouvez mettre en danger la vie d'autrui, légalement, vous pourriez avoir des sanctions. Mais c'est ça qu'il a dit. Mais c'était pas, moi je discute avec lui depuis le départ, c'est pas du tout son intention. La preuve, il a suivi tout ça et il l'a même très bien suivi. Et donc, il faut peut-être éviter ce procès-là. La seconde chose, c'est que quand il est parti, effectivement, il y a eu des difficultés pour qu'il arrive. Et ça, je sais que depuis quelque temps, il y a quelques tensions. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie. Nous, dans tout ce que nous avons fait, nous en avons discuté officiellement avec les autorités guinéennes. Mais bon, elles ont le droit aussi d'être parfois pas très contentes de ce qui se fait. Très bien. Voilà. Ali Fall. Salut le public. Je salue également Madame la ministre. Je disais tantôt que moi, je ne vais pas la féliciter pour plusieurs raisons. Je voudrais peut-être poser une question qui me semble importante. C'est par rapport au cas importé en Allemagne. Parce que autant le Sénégal a eu son cas, l'Allemagne également a son cas, qui se trouve être un Sénégalais. J'ai trouvé quand même curieux qu'au Sénégal, qu'on arrive à soigner ce malade au bout de 15 jours pratiquement de traitement. Alors que notre compatriote qui est à Hambourg, lui, il est là-bas depuis plus d'1 mois maintenant. Je me suis posé la question, est-ce qu'au Sénégal, nous sommes assez forts ou bien nous avons un plateau technique assez relevé ou peut-être même plus relevé que celui de l'Allemagne pour qu'on puisse traiter un malade rapidement, le soigner en moins de 15 jours alors que notre compatriote est toujours là-bas. Je ne remets pas en cause le traitement. Question vicieuse d'Ali Fall qui mérite. Je ne remets pas en cause le traitement qui a été fait. Vous allez enchaîner avec une autre question, mais elle est très vicieuse et intéressante. Oui. Non, tout à fait. Oui. Je peux dire déjà, et c'est bien, c'est la bonne nouvelle, c'est que notre compatriote est, on peut dire, guéri depuis. C'est-à-dire que là-bas, on prendra plus de temps pour la convalescence, peut-être qu'il faut bien le gérer. Et aussi, il faut savoir qu'en médecine, il y a des formes cliniques. Vous pouvez avoir une forme clinique très grave, une forme clinique moins grave, etc. Donc, chaque cas est un cas particulier. Je peux vous dire que ce qui s'est fait en Allemagne et le plateau technique qu'ils ont là-bas est beaucoup plus élevé que ce que nous avons au Sénégal. Mais nous avons, et il faut le dire, hein, nos médecins et notre personnel de santé, si vous avez un infirmier qui se présente en France, il a parfois des gestes et une manière de faire qui est admirée même par les médecins. Tous nos médecins qui sont allés en stage en France ont toujours été parmi les meilleurs. Donc on a des ressources humaines de qualité. Ça, il ne faut pas le... Vous voulez dire que le génie sénégalais existe? On a en tout cas vraiment, et vous voyez dans d'autres domaines aussi, hein, je crois que le Sénégal d'ailleurs a comme atout majeur ses ressources humaines, et dans tous les secteurs. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que le malade effectivement est venu, il a été traité, comme l'a dit le professeur Seydi, déshydratation, on perfuse, s'il a autre chose, etc. Il a été bien pris en main et puis il est guéri. Maintenant, est-ce que sa forme était plus grave que l'autre? Bah, vraiment, même notre compatriote qui est à Hambourg, on n'a pas une idée très précise de tous les signes qu'il avait parce qu'il y avait une confidentialité, etc. Mais il a été très bien pris en charge. Ali Fall, pourquoi vous ne félicitez pas Madame la ministre? C'est intéressant. Vous jouez les doubles fêtes. Non, mais c'est bien, j'aime bien. Non, je ne vais pas la féliciter ça, pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, je vois que l'élan de solidarité qui est né à partir de l'apparition du virus au Sénégal avec ce cas importé, je me suis dit que voilà un exemple. C'est un cas d'école, le virus Ebola, le cas qu'on a eu au Sénégal. On a vu cet engagement des Sénégalais, mobilisation totale, tous les secteurs, le privé, les syndicats, tout le monde. Je me suis dit, et si on faisait comme ça pour les autres problèmes de santé? Parce que autant Ebola a eu le mérite de montrer que le Sénégal a une capacité de riposte qui est extraordinaire, mais autant également, le virus Ebola a eu le mérite d'occulter les autres problèmes de santé. Et Dieu sait qu'il y en a tellement dans ce pays. Ouais. On en a évoqué quelques-uns, les problèmes. L'accueil au niveau des hôpitaux, c'est un problème.
les Sénégalais ne se soignent pas encore convenablement. Ça, c'est un problème. On a un personnel de santé qualifié, très compétent, mais on a un problème pour soigner les malades dans les hôpitaux. Si vous allez dans les hôpitaux, vous vous rendrez compte que dans ces pays, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont malades, ils viennent, ils n'ont pas d'argent, ils ne se soignent pas, il y a un problème, c'est dans tous les secteurs. La dialyse, jusqu'à présent, il y a des malades qui ont des problèmes pour se soigner. Je peux citer également d'autres pathologies. Les malades sont là, ils ne se soignent pas convenablement. Donc moi, je serai satisfait et certainement, je vous féliciterai, Madame la Ministre, si tous ces problèmes-là trouvent solution. Si cet engagement national, cette mobilisation nationale qu'on a vue avec Ebola, on a cette même mobilisation-là pour régler les autres problèmes de santé, c'est en ce moment-là, Madame la Ministre, que je vous féliciterai. Qu'est-ce que vous répondez? Je lui dis qu'il risque de me féliciter quand je serai très très vieille, parce que je ne me fais pas d'illusions et je ne serai même pas là peut-être. Le système de santé est un système, comme vous l'avez dit, qui est malade, qui a beaucoup de potentialités, mais qui est malade et qui nécessite beaucoup de réformes et beaucoup de travail. Et ça ne va pas se faire sur 1 an ou sur 2 ans, ça va se faire sur au moins sur un moyen terme. Ce que vous avez dit est réel. Tout à l'heure, quand je venais, mon chef de cabinet est resté parce qu'il y avait un problème de ce genre. Urgence, catastrophe, il n'y a personne, il n'y a pas de ceci, l'appareil est en panne. On le vit tous les jours. Quand je viens au service... La perte de chance. Pardon? La perte de chance, tout simplement. Non, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais ce n'est pas lié au fait que les gens n'ont pas envie ou ne travaillent pas, etc. C'est vraiment qu'aujourd'hui, le Sénégalais, et c'est très bien, veut un service de qualité et ne l'a pas toujours. Mais nous avons beaucoup fait en matière d'urgence. Aujourd'hui, en 2 ans, il y a au moins 3 ou 4 services d'urgence qui ont été construits. Vous parlez de la dialyse. Il y a 2 ans, il n'y avait que le Dantec et peut-être 2 privés qui faisaient de la dialyse. On a inauguré Grand Yoff, on a inauguré Kaolack, on a inauguré Tamba, on a inauguré Touba et on va inaugurer Ziguinchor. Donc il y a énormément de choses qui se font. Mais effectivement, c'est comme si vous étiez dans un gouffre. Le fait de monter, ce n'est pas facile. Mais nous sommes là-dessus et j'espère seulement que vous nous féliciterez, même à mi-parcours, parce que sinon, vous allez attendre trop longtemps. Alors, on va prendre 5 minutes pour donner la parole à un étudiant et à Madame la représentante de l'OMS. Awambaï qui réclame le micro, mais bon. Alors, allez-y. Nous allons nous inscrire dans cette même lancée de félicitations quant à notre maître, notre icône, notre idole, on va dire. Madame Eva Marie Coll Seck. Donc, tout d'abord, par rapport à la sensibilisation, bon, ma camarade ici présente, Diana, vient de me souffler que hier, elle faisait partie d'une caravane que votre association avait organisée, comme Eva, dont l'une des localités ciblées était Grand Bao. Donc, juste pour rappeler que cet aspect sensibilisation est très important par rapport à la prévention primaire de la maladie. Donc, plus loin, est-ce que vous ne pensez pas que le challenge de la prise en charge que nous venons de relever, que le pays, que l'État sénégalais vient de relever, ne sera pas dans une certaine mesure un handicap pour nous, dans la mesure où les malades de nos pays frontaliers se diront « Ah, au service des maladies infectieuses de FAN, il est possible de guérir de la maladie Ebola. » Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire une ruée vers ce service-là pour qu'on puisse être pris en charge? Ça, c'est une interrogation que nous avons. Et plus loin, tout à l'heure, notre maître aussi, le docteur François Diène de l'Ordre des médecins, autant pour moi, avait dit que si toutefois on se projetait dans un futur proche, est-ce que nous, personnel de santé, est-ce que nous, étudiants à la faculté de médecine, et tout le personnel de santé en général, qui devons prendre en charge ces malades-là, est-ce que si toutefois cette ruée-là se fait, est-ce que nous d'abord, qui sommes censés être les soldats par rapport à cela, ne risquons pas de fléchir? Donc c'est une question qui me permet un peu d'ouvrir vers une perspective, à savoir une prise en charge meilleure, que ce soit des étudiants, des universités en général. Vous n'êtes pas sans savoir que la promiscuité qu'il y a dans les campus sociaux de toutes les universités du Sénégal, si toutefois un cas devait se sévir dans un endroit pareil, on sera tous fautifs. Donc voilà, encore une fois, merci. merci. Avec votre arche Noé, vous nous sauverez. Merci, Madame la représentante de l'OMS. Et oui, c'est là, d'accord. Je dois aussi, je crois, féliciter les acteurs qui étaient en première ligne.
dans la gestion de ce cas dit importé. Ils ont eu les gestes qu'il fallait, ce qui a permis de contenir ce cas, de ne pas avoir d'autres cas parmi les contacts qui ont été bien suivis. Il faut dire que le Sénégal a un plan de riposte. Et je crois que c'est la base de discussion pour les partenaires. C'est ce plan que nous allons appuyer. Et je me réjouis, après avoir entendu toutes les préoccupations, ces préoccupations sont contenues dans ce plan-là. Donc je crois que je fais un plaidoyer pour une mobilisation encore plus grande autour de ce plan de riposte-là qui va prendre en compte les préoccupations qui ont été émises. Est-ce que l'OMS va appuyer financièrement le Sénégal? Je pense qu'on a déjà commencé. Oui. L'OMS a fourni des équipements. Oui. Nous avons environ près de 8500 équipements qui seront fournis. L'OMS fournit des expertises techniques pour appuyer un peu tout ce qui se fait. Et il y a d'autres donc qui vont arriver. De l'argent? De l'argent également. Combien? Et puis, bon, là, actuellement, nous avons environ 300 000 $, ce qui représente à peu près 250 millions par là, ce qui n'est pas négligeable. Mais il n'y a pas que l'OMS, il y a tous les autres partenaires. L'ensemble du système des Nations Unies également va se mobiliser pour apporter un appui. Le plan, les premiers coûts estimatifs de ce plan se chiffrent à environ 2 milliards et quelques. Très bien. C'est terminé. Merci. Madame la ministre, le dernier mot à vous. Mes excuses, Awa. Hein? Oui, le dernier mot. Un plaisir d'être encore avec vous après un an et dire que Ebola, c'est une crise sanitaire mondiale qui nécessite beaucoup de vigilance et une solidarité internationale. Ouais. Merci à tous les acteurs. Et l'étudiant quand même qui vous a interpellé. Et l'étudiant qui m'a interpellé, c'est pour lui dire que nous tenons compte, bien sûr, puisque ses aînés en ont aussi parlé, de cette nécessité vraiment d'améliorer les équipements, d'améliorer les prises en charge. Et comme Madame la représentante de l'OMS vient de le dire, nous avons aussi, en plus de ce que le Sénégal fait en tant que gouvernement, nous avons aussi un appui réel des partenaires qui se sont tous engagés à faire encore plus, ce qui nous permettra, avec tous les moyens que nous aurons, de pouvoir faire vraiment la meilleure prise en charge possible et également éviter que le personnel de santé s'infecte au cours simplement de prise en charge de malades. Peut-être pour répondre à la question d'Awambaï, mais posée autrement, la responsabilité sociale de l'entreprise, comptez-vous sur les entreprises pour financer, par exemple, la CMU? Parce que c'est un gros défi. Vous êtes à la recherche de 243 milliards de francs CFA. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? Alors, la CMU, nous pensons justement qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que simplement des contributions quand on a envie de les faire et travailler surtout sur un système de taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur... D'ailleurs, même moi, je dis aux gens, pourquoi pas les boissons sucrées. En tout cas, c'est des sources de financement qui peuvent entraîner un financement pérenne. Et la responsabilité sociétale, elle continuera d'une manière ou d'une autre. Nous avons beaucoup d'aides, beaucoup d'appuis, beaucoup de propositions, notamment pour l'informatisation de la CMU par des acteurs locaux et avec donc un partenariat public-privé. Donc, je pense qu'ils sont toujours là. Pour Ebola, ils sont là. Nous avons reçu beaucoup de privés qui sont venus apporter leur contribution. Donc, je crois que nous devons vraiment nous appesantir et nous appuyer aussi sur ce partenariat public-privé. Mais dans tous les cas, le gouvernement doit être à la tête de tout cela et vraiment tirer, donner l'exemple pour que les autres puissent venir nous appuyer de la manière la plus efficace possible. Faut-il serrer la main ou pas? Faut-il l'accepter? Maître Massokhna Kane me demande de vous serrer la main. Ah Madame bon? la ministre. Vous refusez? Bon. On va essayer. Bon, voilà. Non, vous vous êtes lavé les mains. Merci, Madame la ministre, d'être venue à l'émission Les Affaires de la Cité. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah. Bonsoir.